Une nouvelle exposition à la Villa Perrochon à Niort, c'est un nouveau Question d'Images. 18 artistes ont déjà été interviewés dans ce cadre. Vous pouvez les regarder sur la chaîne YouTube de la Villa Perrochon. En attendant, le photographe Alain Villaume expose Frôlement de l'ombre dans toutes les salles de la Villa Perrochon. Vous allez bien sûr le rencontrer, mais pour l'instant, nous allons procéder à notre petit rituel, faire découvrir l'une de ses photographies à un jeune homme qui s'appelle Sonny. C'est intéressant parce que c'est en noir et blanc, déjà. Et bon, je pense que ça doit être des sortes de baleines, mais on a l'impression que c'est sur la plage. Donc c'est des baleines, mais en fait les rochers, ça me fait penser à de l'eau, déjà. Et pourtant il y a des cailloux autour et les baleines, comme si elles pouvaient passer que à travers les rochers. Et on m'a dit de parler de la texture aussi. C'est un papier très 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 fin. On peut même voir à travers d'ailleurs. Ça fait un peu peur même. Parce que on voit pas les têtes des baleines ou des poissons, je sais pas ce que ça peut être. Ça ressemble peut-être un peu à... C'est de la pâte à modeler un peu. C'est dur en fait de savoir si on est sur un gros plan ou un plan large. Parce qu'il n'y a pas vraiment de repères. Après en haut à droite, il y a des sortes de... On voit des choses au loin. Et en imaginant que tu sois dans ce paysage, tu aurais quelle impression? Tu t'y sentirais bien? Pas bien? J'ai l'impression que c'est la fin du monde. Déjà c'est en noir et blanc, donc ça fait cet effet. Non, je ne saurais pas trop quoi faire dans ce monde, parce qu'on ne peut pas interagir vraiment, j'ai l'impression que tout est figé. Il y a ces deux pics, c'est très très bizarre, et il y a même des sortes de fissures dessus, on dirait, enfin c'est de l'argile, ça doit être de l'argile ou de la terre cuite ou des choses comme ça, mais pourtant il y a des petits cailloux à côté. Tu aimerais y aller dans ce lieu-là? C'est intriguant d'un côté, donc pour se rapprocher, voir ce que ça serait et ce que c'est, parce que c'est un peu spécial. Donc oui, venir et toucher, voir ce que c'est, la matière que c'est peut-être. Et pour conclure, je vais te poser une question difficile. Si tu pouvais donner un titre à cette photo ou une légende, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que c'est vraiment de l'eau? Ouais, est-ce que c'est vraiment de l'eau? Ce serait ta légende. Ce serait ma légende, ou mon titre. Merci Sonny, merci Mais avec beaucoup. plaisir. Alain Villaume, comment vous avez entendu les mots de ce jeune homme, Sonny, à propos de votre photographie? Ce qui m'a frappé le plus, je crois, dans tout ce qu'il a dit, c'est qu'il se pose des questions tout le temps. Et quand vous lui demandez quelle légende il mettrait sur cette photo, la légende, c'est une question. Et ça m'intéresse tout ce qu'il a dit, parce que toutes les questions qu'il s'est posées, auxquelles il n'a pas de réponse,
j'ai l'impression que la seule chose dont il est sûr, c'est que ça existe. Ce qui est sur l'image est quelque chose qui existe. Ça, j'ai l'impression qu'il n'en doute pas. Et ça, c'est un peu le piège de la photographie dans lequel je suis tombé pendant très longtemps. C'est qu'on attend de la photographie qu'elle montre quelque chose de réel. Et c'est son assignation première. Et donc, on est obligé de croire ce qu'il y a sur la photo. Mais si on croit ce qu'il y a sur la photo, mais qu'on ne sait pas ce qu'on voit, il y a un glissement là. Et c'est ce glissement qui m'intéresse. Qui vous intéresse. Ouais. Et vous avez entendu aussi, il dit que ça fait peur. Est-ce que cette notion de peur, d'angoisse, quand on regarde cette image et d'autres qui sont dans l'exposition à la Villa Perrochon, vous intéresse? Ce qui est intéressant, c'est de se dire que parce qu'il y a ce doute, il y a peut-être cette peur. Peut-être que la peur, ça vient de ce doute, de cette ambiguïté. Moi, je ne veux pas faire peur à personne. Moi, j'essaye d'utiliser le réel, puisque la photographie montre le réel, mais de poser des questions sur ce réel. Et c'est vrai que souvent, quand on pose des questions et qu'on n'a pas de réponse, on est dans une zone floue, grise. Pourtant, ici, vous nous montrez un réel, notre monde, qui est assez menaçant. Comment vous avez organisé tout votre travail dans l'architecture de la Villa Perrochon? Je crois qu'il y a quelque chose avec cette idée du monde tel qu'il est, du monde réel, du monde angoissant, et puis une idée aussi d'abri, de refuge, où on pourrait peut-être aller se terrer en attendant qu'il se passe quelque chose. Comment ça s'organise dans ce lieu? Quand Patrick Delay m'a proposé de réfléchir à cette exposition, moi j'ai été extrêmement ravi parce que c'est un endroit que je trouve absolument étonnant à cause de ces deux niveaux. Et ces deux niveaux très très différents. Le premier niveau est une espèce de white cube, un espace très neutre, contemporain, abstrait presque. Et le premier étage, c'est exactement l'inverse. C'est un lieu très romantique, très subjectif, très inachevé, ou en train de disparaître. On n'est pas très bien sûr si c'est un truc qui est en train de se restaurer ou si c'est un truc qui est en train de disparaître. Ce qui me va bien aussi comme lieu. Donc j'ai eu un coup de foudre avec cet endroit-là et je me suis dit qu'on allait vraiment jouer avec ça. Et au départ, j'imaginais que le premier niveau, c'est-à-dire le rez-de-jardin, ça s'appelle comme ça ici, serait un endroit froid. C'est une des premières pistes que j'ai eues pour penser à l'exposition. C'est qu'en bas, il faisait froid et qu'en haut, il faisait chaud. Et alors j'ai dit à Patrick, ce serait formidable, en bas, comme on va être en hiver, on ne chauffe pas, il fait très froid, et en haut, on met la gomme et on chauffe. Il m'a dit, ah, c'est pas possible, c'est justement en bas qu'il fait chaud, parce que le chauffage, c'est mieux isolé et tout. Donc en bas, il fera meilleur qu'en haut. J'ai dit, bon, je vais m'asseoir sur cette première idée. Mais parce que c'était en lien avec les photographies que vous vouliez exposer en bas et en haut? Oui, c'est-à-dire pour moi, en bas, c'était le monde extérieur. Et le monde extérieur, c'est vrai que le monde extérieur, il n'est pas très cool en ce moment. Et je l'imagine forcément froid. D'abord parce que moi, j'aime bien quand il fait chaud. Et pour moi, l'espace extérieur, c'est lié au vent. C'est très important, la notion du vent dans mon travail, mais en général. Le vent, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que pour moi, c'est un sentiment de liberté et de voyage. Le vent, c'est quelque chose dès qu'il y a du vent, je suis heureux. Parce que j'ai l'impression que c'est le monde entier qui me souffle dessus.
Et en même temps, c'est vrai que ça peut être dans des périodes anxiogènes qu'on traverse là, depuis le Covid. On s'est habitué à être dans un endroit, dans un environnement anxiogène, et on essaye de faire avec ça. Donc le bas, c'est l'extérieur, c'est le monde. Et donc c'est des paysages, c'est des êtres énigmatiques plutôt menaçants. Et il y a la dernière salle où au contraire c'est des êtres qui parlent du recueillement et où on peut peut-être se vider un peu de ce sentiment de menace qu'on peut ressentir dans les deux premières salles. Donc la dernière salle du bas, c'est une espèce de sas. La couleur du mur change, les couleurs des photos changent. On n'est plus en noir et blanc, on est dans une espèce d'entre-deux entre la couleur et le noir et blanc. Et après on monte, on prend l'ascenseur et on arrive dans l'abri. Ce que vous appelez l'abri, le refuge. Mais pour revenir à vos photographies, vous dites que vous aimez le vent. Et comment on photographie le vent? Comment on photographie la menace? Quand vous parliez de l'état du monde, comment vous, en tant que photographe, vous captez cette menace, cette angoisse constante qu'il y a au-dessus de nous depuis le Covid et même avant? Mais comment on fait? Eh ben, j'ai suivi totalement involontairement une espèce de cours de formation à la menace, photographiquement. Ah oui. Absolument. Ça m'est tombé dessus sans que je sois préparé. Donc, pour moi, quand j'ai commencé à faire de la photo, je croyais, et tout le monde croyait avec moi et me faisait croire, que la photographie servait à montrer le réel. Parce que c'est le matériau de base de la photographie. C'est ce qu'on a sous les yeux. Donc on photographie ce qu'on a sous les yeux. Et tout au début de mon parcours de photographe, j'ai eu il m'est arrivé un événement étrange, c'est-à-dire que je suis parti avec un ami photographe qui devait photographier un match de foot. Et moi, je ne m'intéressais pas au foot. C'était même quelque chose que j'ignorais totalement. Et on avait passé l'après-midi à discuter. Et je lui ai dit, je viens avec toi parce que comme ça, on continuera à discuter. Et on part ensemble au foot. Lui, il va sur la pelouse photographier ce qu'il devait faire, c'est-à-dire les joueurs, machin. Et moi, je me retrouve tout seul dans la foule, ce que je ne connaissais pas du tout, dans un décor qui, moi, m'a terrifié. On était derrière des grilles, c'était la nuit, il y avait des projecteurs qui éclairaient la foule, il y avait des flics avec des chiens qui passaient de l'autre côté de la truc. Et moi, j'étais complètement tétanisé. Et les supporters ont commencé à hurler et tout. Et j'avais mon appareil avec moi, un 20 mm, et je me suis défendu comme ça. J'ai interposé l'appareil entre moi et la foule, et j'ai pris des images, mais de manière instinctive. Et je suis rentré très secoué de cette expérience, et j'ai développé les films le lendemain, et je me suis rendu compte que toutes les photos étaient ratées. Elles étaient toutes bleues, floues, avec du grain, et à cette époque-là, la photographie couleur, c'était pas du tout dans les clous de ce qu'il fallait faire. Donc je m'étais dit, c'est raté. Et je les avais jetés. Et à un moment, je me suis dit, rétrospectivement, dans une heure après, je me suis dit, mais cette trouille que j'ai eue là-bas, ce choc émotionnel que j'ai eu, en fait, je me demande si c'est pas dans ces images-là qui correspondent pas à cette réalité-là. Et je les ai reprises. Et là, je me suis dit, mais on comprend cette peur, on comprend ce changement de paradigme à cause de la technique accidentelle qui était utilisée là. Et là, je me suis dit, mais en fait, photographier quelque chose qui existe, ça ne suffit pas pour montrer ce qui existe. On photographie quelque chose qui existe et on montre quelque chose d'autre. Là, en l'occurrence, ça ressemblait à des camps de prisonniers. C'était un univers concentrationnaire où il n'y avait aucune des caractéristiques de ce qu'on connaît du foot encore plus aujourd'hui. C'était en 78, ça.
Ces photos-là sont dans le livre édité chez Xavier Barral, coordonnées 72-18. Vous parlez de la couleur, du côté de ces photos qui étaient pour vous ratées, mais qui en fait ne l'étaient pas. Dans cette exposition ici, je n'ai pas dit le titre encore, Frôlement de l'ombre. Y a-t-il de la couleur? On reviendra au titre après. Est-ce que vous présentez des photographies en couleur? Oui. Et à ce moment-là, pourquoi? Parce que la plupart de votre travail est en noir et blanc. Alors à quoi correspondent ces deux facettes de votre travail photographique? C'est pas vraiment deux facettes, c'est la même, pour moi c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence entre la couleur et le noir et blanc. Il se trouve que en haut, je voulais montrer des images qui n'avaient jamais été montrées, qui ne sont pas dans le livre. Et bien qu'au départ, le projet avec Patrick, c'était de partir du livre, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Patrick. Quand le livre est sorti, on a été présentés l'un l'autre. Et je pense que le fait que le livre ait été là a déclenché l'envie de Patrick de montrer ça. Et donc c'était intéressant pour moi de montrer au-delà du livre, parce que ça continue. Et c'est deux séries qui ont été faites. Alors, c'est des séries, c'est bizarre, parce qu'il y a une série, ça a été fait pendant le confinement. Ça faisait partie du projet avec Tendance Floue Fragile. Et on s'était donné comme mission de photographier le confinement de chez nous, puisqu'on était coincés chez nous. Et comme j'avais on était dans cette réclusion, je me suis dit, mais je vais photographier de ce que je vois la nuit, puisque j'ai commencé à avoir des insomnies pendant le confinement, ce que j'avais jamais eu avant. Et je me réveillais à 2h du matin, 3h du matin. Et il se trouve que on a un sponsor qui est Fujifilm qui nous avait prêté des appareils. Et l'appareil que j'avais a une sensibilité, des capteurs d'une sensibilité extraordinaire. On peut aller jusqu'à 52 000 ISO. Et en fait, 52 000 ISO, ça suffit pour voir la nuit, plus que ce qu'on ne voit en ordinaire. Et j'ai utilisé cet appareil pour photographier ce que je voyais au plafond. L'idée, c'est comme ça. C'est parti des ombres, des fantômes, il y avait des rayons de lune qui passaient. D'ailleurs, il y a une des images, c'est la main de ma compagne avec un rayon de lune qui tape sur ses doigts. Et donc, c'est des fantômes de la nuit. Et ça, c'est en couleur, parce que ça capte la couleur. Même quand c'est la nuit, il y a des couleurs. Et on découvre d'autres couleurs. Vous nous parlez de vos insomnies, Alain Villaume. Est-ce qu'il y a dans l'exposition d'autres endroits, d'autres abris, d'autres refuges où aller pour se protéger de ce monde menaçant? L'insomnie, c'est un refuge lié au sommeil, qui est la base de l'abri, c'est le sommeil du refuge. Mais l'entrée de cet étage se fait par un petit couloir dans lequel on arrive dans la salle de l'abri. La salle de l'abri, c'est un peu ce qui m'a conforté dans ce choix de diviser l'espace en deux. La salle de l'abri, c'est un peu dédié à mon ami Gérard Allaire, qui a écrit un très très beau texte sur un triptyque qui était publié dans le livre. Et ce triptyque est exposé dans cette petite salle avec le texte de Gérard sur cette notion d'abri, sur cette notion de qu'est-ce qui fait quand on est dans la vie, dans le monde naturel, dans le monde sauvage, les humains se remettent ensemble autour d'un feu pour se préparer à la nuit qui passe et pour pas avoir trop peur des fantômes de la nuit. Et donc il a écrit ce très beau texte et ce triptyque qui va avec. J'ai rajouté des grands rideaux qui sont des rideaux de forêt et qui finissent de clore cet espace-là. Donc je pense qu'on arrive à cet étage, on rentre dans cette salle de l'abri, on lit ce texte, on voit ces images, on est dans les rideaux et on change complètement d'atmosphère par rapport au rez-de-chaussée. J'imagine que votre compagnon de lettres, Gérard Allaire, est là parce que vous aimez son travail, vous aimez ses écrits. Or, il me semble que d'une façon générale,
Alain Villaume, vous n'aimez pas trop expliquer vos photographies. J'ai l'impression que vos photos, on les voit, en tout cas dans le livre, là par exemple, sans légende. Alors pourquoi, ici, à la Villa Perrochon, vous entourez-vous de Gérard Allaire, de Wajdi Mouawad, de David Chandler Pourquoi tous ces personnages littéraires autour de vous? Parce que pour moi, ce sont des images. Tous ces textes sont des images. J'ai eu la première rencontre littéraire comme ça avec Henri Michaud. Un jour, je lis un texte qui s'appelait La Terrasse. Je lis ce texte et tout d'un coup, je me dis, mais c'est le texte qui va avec une de mes photos. Et c'était tellement extraordinaire comme rencontre. Et pour moi, c'est la même. Quand je vois cette image et quand je vois son texte, ils sont absolument indissociables. Et j'ai eu la même chose avec Gérard Allaire. Un jour, il m'a demandé, en 89, il avait vu des photos que j'avais faites sur des soldats. Et il m'avait demandé l'autorisation d'écrire un texte. Et moi, j'avais jamais eu d'expérience comme ça. J'ai dit, ben, oui, avec plaisir, mais je ne sais pas ce que ça peut devenir. Et il m'a livré un texte assez long en plus, qui s'appelait Le Désenchantement. Et quand j'ai lu le texte, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas moi qui ai fait des photos pour lui. Et tellement c'était complémentaire, c'était comme un écho en mots de choses que je ne savais pas dire autrement qu'en images. Et ça m'a émerveillé comme rencontre. Et avec Wajdi, c'est la même chose. Et on est en train de commencer une aventure ensemble autour de ces rencontres textes et images. Et pour moi, c'est pas de la littérature. Gérard, il se dit poète, mais pour moi, c'est pas de la poésie. Pour moi, c'est des images de mots. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur des photographies qui sont dans l'exposition Frôlement de l'ombre. Surtout, faites-moi penser à m'arrêter sur ce titre parce qu'on n'en a pas encore parlé. Dans votre travail, il y a beaucoup de personnages masqués, casqués, masqués. Dans une mini-correspondance que nous avons eue tous les deux, j'ai vu que le masque avait beaucoup d'importance pour vous. Je voudrais savoir si c'est une traduction de la peur qui est en vous. Qu'est-ce que représente dans votre travail ce masque? Ce masque qui sert à protéger, on l'a vu avec les différents virus, mais quand on porte ce masque, on devient très menaçant en même temps. Bah, vous avez exactement dit le cœur de ce qui m'anime avec cette histoire de masque, c'est que cette notion antinomique de se protéger et de devenir menaçant, pour moi, c'est exactement la meilleure métaphore du monde occidental dans lequel on est. On est dans un monde hyper sécurisé, mais on menace tout le reste du monde. Et le masque, c'est un... Au départ, je m'étais servi du masque parce que je ne savais pas faire de portrait. J'arrivais pas à photographier des gens. Et je m'étais dit, si je vais photographier des gens dont on ne voit pas le visage, ça sera peut-être plus facile. Donc j'ai commencé comme ça, à photographier des gens masqués. Et c'est vrai que j'ai réussi à petit vaincre mon appréhension de photographier des visages par ce biais-là. Et après, cette métaphore est devenue une réalité extraordinairement puissante. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue que cette métaphore sur laquelle moi j'étais depuis très 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 longtemps était devenue tout d'un coup la représentation de notre défaite, en fait. Parce que porter un masque, c'est avouer son impuissance. C'est comme si vous étiez un peu prophète, lanceur d'alerte. Je pense qu'un artiste l'est par définition, je pense. C'est pas une vocation, c'est pas une profession, c'est pas une volonté. Je pense que moi je crois pas à la déconnexion on fait rien. Enfin pour moi, en plus la photographie traditionnellement est liée à ce réel, et donc ce besoin de partir du réel est très forte. Mais comme je suis en même temps quelqu'un de très contemplatif et de très rêveur et de très voyageur, j'ai besoin d'un espace entre le réel et mes délires. Et cet espace-là, c'est
c'est l'inquiétude que me procure cet univers dans lequel on vit. Là, je reviendrai peut-être sur le mot voyageur, mais arrêtons-nous donc sur le titre, Frôlement de l'ombre. C'est vous qui avez trouvé ce titre? Ah bah oui. Ah non, mais pourriez... c'est à la fois moi et en même temps un peu Michaud, parce que à un moment je voulais appeler ça Frôlement dans les ombres, ce qui était une espèce de parodie, d'hommage à des titres de Michaud qui sont un peu comme ça. Là, j'ai pas en tête les titres de ces poèmes, mais il y en a un, c'est... je l'ai pas là. Difficile de retrouver comme ça. Mais c'était pour moi une espèce d'association de mots, frôlement étant quelque chose d'assez doux et ombre étant quelque chose d'assez sombre. J'aime bien les frictions entre les opposés comme ça. Et c'est quelque chose sur lequel moi je m'appuie beaucoup. Comme je représente beaucoup de choses ambiguës, incertaines, énigmatiques, j'aime bien qu'il y ait en plus un frottement entre la vulnérabilité et la violence, entre l'éphémère et l'éternel. J'aime bien qu'on puisse être confronté à des choses comme ça. Je voulais vous demander aussi comment était fabriqué votre œil. Je crois qu'il est... D'abord, il est très programmé. Très programmé. D'accord. C'est-à-dire que quand je fais des photos, en général, je suis un peu comme un cosmonaute. J'ai besoin de sortir dans le monde et de mettre ma combinaison. Ou comme un plongeur sous-marin, avant de plonger, il faut qu'il mette tout son matériel. Votre masque alors donc? Par exemple. Voilà. D'accord. Donc je m'équipe pour sortir, faire des photos. D'accord. Alors ça peut être n'importe quel appareil, ça peut être maintenant j'ai un téléphone, j'ai moins besoin d'équipement de scaphandre. Oui. Avec les téléphones c'est devenu plus simple, mais c'est un acte en général très enfin ça a été pendant très longtemps un acte très réfléchi, très prémédité. C'est en train de le devenir de moins en moins parce que je me suis rendu compte donc, de la supercherie de cette histoire de la photographie montre le réel. Et je me suis rendu compte il y a une dizaine d'années, suite à une commande où on m'avait commandé quelque chose de très précis qui n'existait pas. Et je me suis dit, mais si on me demande de photographier quelque chose qui n'existe pas, qu'est-ce que je fais? Et je ne pouvais pas ne pas honorer cette commande. Mm-hmm. Donc il a fallu que je trouve un subterfuge. Et à partir du moment où j'ai trouvé, où je me suis retrouvé face à ce paradoxe, je me suis dit, mais en fait, cette histoire de réel, c'est une supercherie, quoi. Et là, rétrospectivement, je me suis dit qu'en fait, toutes les images que j'avais faites et que je n'avais jamais utilisées, parce qu'elles étaient ambiguës, parce qu'elles posaient des questions sans réponse, parce qu'elles étaient trop énigmatiques, je les avais mis de côté parce que ce n'était pas pratique. En photo, on vous demande de traiter des sujets. Et ça ne rentre pas dans les sujets. Donc j'avais enlevé tout ça. Et quand je me suis rendu compte de l'importance de la métaphore et de la poétique dans le réel, je me suis dit, mais je vais aller rechercher toutes ces images qui étaient orphelines. Voilà, c'est cela. Ce sont ces images-là que vous appelez des images orphelines. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les images orphelines que j'avais, c'était celles-là qui parlaient de ce que je voulais dire aujourd'hui. Et donc, j'ai toute une troupe d'orphelins et d'orphelines derrière moi, et je les sors pour faire les nouveaux projets aujourd'hui. On n'a pas parlé de tout votre parcours, mais vous avez quand même beaucoup voyagé. Vous avez cherché à aller dans des bouts du monde, dans des frontières. Il y a de très belles photos d'ailleurs qui parlent de ces bouts de monde. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le bout du bout, vous, en tant que photographe, de vous trouver là avec un appareil photo? Alors d'abord, je pense que c'est très lié à mon adolescence parce que à l'époque, j'habitais à Strasbourg, donc au bord du Rhin. Et l'endroit où je m'évadais, c'était le long du Rhin. Il y avait une route qui longeait la digue.
Et à l'époque, il y avait encore des frontières entre la France et l'Allemagne. Et j'avais l'impression de marcher sur le pointillé de la frontière, sur cette route-là. Et donc, dès que j'avais un moment, j'emmenais des copains, des copines, on allait là-bas tout le temps, on passait notre temps sur cette route. Et pour moi, c'était le bout du monde. Et bien plus tard, quand j'ai rencontré ma compagne et qu'on a décidé de partir en camion pendant 3 ans, elle avait un projet très précis à faire sur les gens à table en Europe. À l'époque, il y avait 15 pays de la communauté. Et moi, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai pas d'idée. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si, moi, mon idée, ça va être d'aller au bout du monde. Puisque moi, j'ai une espèce d'attrait pour le désert, pour des lieux comme ça. C'est le vent. C'est des endroits où il y a toujours du vent. Je me suis dit, mais je vais faire la collection de tous ces bouts du monde. Et le bout du monde aussi, c'est intéressant parce que pour un photographe, ça cherche toujours où se mettre pour être au bon endroit. C'est une caricature du photographe, c'est trouver un bon endroit. Quand on arrive au bout du monde, il n'y a plus d'autres endroits où on peut aller. Donc, c'est bon. Tout ce qu'on trouve là, ça fait une photo. C'est le bon endroit pour la photographie. Ouais. Merci Alain Villaume. J'ai cité la monographie 72-18 chez Xavier Barral. Je voudrais ajouter aussi ce livre. Vous êtes en dialogue avec Fabien Ribéry chez Arnaud Bizalion, éditeur. Le livre s'appelle Un réalisme hanté. Et puis l'exposition ici dure jusqu'au 17 février 2024. Et il y a quelque chose de très important dans l'exposition, c'est la musique de Philippe Poirier, parce que pour moi le son est très important aussi. Et c'est un compagnon de notes comme Gérard est un compagnon de lettres. D'accord. Merci Alain. Merci bon voyage Merci. au Japon. Oui.